Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je viens vous faire un petit update de ce qui s'est passé dans ma vie depuis la fin de l'écriture de mon livre, qui remonte déjà à 4 ans, donc il s'est passé quand même pas mal de choses dans ma vie. Depuis que je l'ai fini, c'était en novembre 2021. Je suis arrivée à Montpellier début novembre 2011 et nous voici début novembre 2025. Est-ce que je dois y voir un signe ? J'en sais rien. Bon, je crois pas, non. C'est le hasard, je pense. En tout cas, avant de commencer, j'aimerais vous remercier vraiment sincèrement d'avoir suivi mes aventures parce que honnêtement, je savais pas si ça allait vous plaire. Et à ma grande surprise, ces épisodes, ils ont eu autant d'écoute que les autres et j'ai reçu tout au long de sa diffusion des messages par mail ou par Insta, des messages qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Alors je vous remercie vraiment beaucoup, merci. Et big up spécial à Maria, ma fidèle auditrice espagnole qui se reconnaîtra et qui m'a fait beaucoup rire à commenter ou me poser des questions régulièrement parce qu'elle avait hâte de connaître la suite. Donc merci Maria. Et puis justement, la question que vous vous posez, et je le sais parce que avec Maria, vous êtes plusieurs à me l'avoir posée, c'est « Revois-tu Ludo ? Es-tu de nouveau en couple avec lui ? As-tu des nouvelles ? Bref, qu'est-ce qui se passe-t-il avec Ludo ? Alors attention, au roulement de tambour. Rien. Au risque de vous décevoir, il ne se passe rien, absolument rien. Et oui, j'ai tenu bon. Bon, en même temps, ça remonte, j'ai arrêté notre histoire il y a 7 ans environ, donc on est resté très proches pendant longtemps, mais je vous vois venir, non, très proches en tout bien, tout honneur. Et puis il a quitté l'entreprise dans laquelle on était 1 an avant que moi je ne la quitte. Donc au début on s'appelait pour prendre de nos nouvelles et puis après ça s'est transformé en texto et puis depuis quelques mois plus rien. Ce qui est normal, chacun fait sa vie de son côté. Après on a des amis communs, c'est d'anciens collègues que moi je vois toujours. Certains sont même devenus des amis. Donc j'ai des nouvelles par-ci par-là, mais voilà, ce que je disais, la vie suit son cours quoi et c'est très bien comme ça. Chacun la sienne en fait et il ne me manque pas du tout. Autre question qui m'a été posée, là encore, merci Maria, et si demain il sonnait à ma porte pour me dire qu'il était prêt ? Rien non plus. Non en fait. Il y a un truc fort entre nous, ça c'est certain, une espèce d'alchimie quand on se voyait, quand on se frôlait même, mais c'est au-delà du sexe, je sais pas l'expliquer, je sais pas expliquer cette attirance. Enfin si, j'ai une petite idée quand même, je pense réellement qu'on est 2 flammes jumelles, même si j'ai du mal avec ces concepts humains pour catégoriser des relations, mais j'avoue que j'ai pas d'autre explication en fait. Parce que les flammes jumelles, c'est pas du tout rose et du tout beau, au contraire, généralement c'est même des relations plutôt chaotiques, voire toxiques, C'est pas comme 2 âmes sœurs. Mais en tout cas, peu importe. Une chose est sûre, c'est que on se suit de vie en vie, ça j'en suis convaincue, mais que dans cette vie-là, on est venu pour s'aider mutuellement, mais c'est tout. On est trop différents, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Moi, j'ai envie d'une relation avec quelqu'un de fiable, quelqu'un qui n'est pas centré uniquement sur lui et son monde. Bref, pas lui quoi en fait. Voilà. J'ai beaucoup d'affection pour lui, mais plus d'amour et depuis longtemps. Et enfin, non, je ne sais pas si il est toujours avec sa compagne. Donc voilà, en ce qui concerne Ludo, fin de l'histoire. Et fin des histoires tout court d'ailleurs, parce que depuis 5 ans maintenant, je crois, j'ai choisi d'être célibataire. Terminer les plans cul, terminer les mails, les textos, les 5 à 7, les hôtels, terminé.
I'm a single lady et je m'y suis sacrément bien habituée. En fait, j'ai pas eu d'adolescence ni de début de vie de femme classique, on va dire. Hein. Vous le savez, j'avais eu que 2 hommes dans ma vie, donc aucune expérience. Ce qui fait que cette adolescence, en fait, je l'ai eue, mais à 45 ans. Et ça a duré quelques années et j'ai aucun regret. Mais voilà, aujourd'hui, j'aspire à autre chose. Et j'avoue que quand je lisais certains passages, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas moi. Hein. Honnêtement, je suis pas sûre que je serais capable de le refaire aujourd'hui. En tout cas, l'envie, non, ça c'est certain. J'ai plus du tout envie de cette vie-là. C'est comme Ludo, en fait, c'était nécessaire. Nécessaire à un moment donné, nécessaire à mon évolution, à mon épanouissement, à la reconnexion à mon corps aussi, à ma féminité, à ma sexualité, parce que, oui, j'étais un peu passée à côté pendant toutes ces années avec Yvan, et du coup, je me suis bien rattrapée. Ça c'est sûr, mais aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Alors on m'a demandé aussi si Yvan revenait. Qu'est-ce que je ferais ? Là, c'est pareil, rien. Il se passerait rien. Et puis lui, en plus, et sans trop rentrer dans les détails, mais il a tellement changé que je sais même plus qui est cet homme. En tout cas, certainement pas celui que j'ai aimé, donc non. Non. En fait, c'est non pour tout, parce que je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même parce que je n'ai plus besoin d'être aimée. Je suis bien avec moi. Je n'ai plus à combler un manque, un vide, parce que il est comblé par l'amour que j'ai pour moi. J'aime ma vie seule. Alors je vais pas mentir, parfois ça me manque, dans les moments de peine, quand j'ai perdu mon père par exemple, ou des proches de ma famille, quand mes filles vont mal, quand moi je vais mal, j'avoue que dans ces moments, avoir un soutien, une épaule, oui, ça me manque. Et puis pas que pour ces moments difficiles, mais partager aussi, quand je vais randonner par exemple. Parfois je me dis, waouh, ce serait cool quand même si je pouvais partager ce moment-là. Et puis c'est vrai que l'amour, une relation d'amour, c'est chouette, c'est sûr. Et non, je ferme pas du tout la porte. Je ne refuse rien. C'est juste que là, je suis bien et je ne cherche pas autre chose. Si ça se présente, c'est bien. Et si ça se présente pas, c'est bien aussi. Et puis il y a un truc aussi, c'est revivre avec quelqu'un. Là, ça serait compliqué, je pense, parce que j'ai mes habitudes. Ou alors il faudrait que je trouve quelqu'un qui soit comme moi. J'ai pas envie de manger, par exemple, à une heure régulière. Moi, je mange quand j'ai faim. Ma fille, elle mange quand elle a faim, Maëla, donc on mange jamais ensemble. Je sais que des fois ça choque, mais ça n'empêche qu'on partage du temps, parce qu'on dit souvent que les repas c'est fait pour partager du temps, machin. Oui, on peut le partager autrement en fait. Moi, il arrive souvent que je suis en train de bosser, Maëla elle rentre dans mon bureau, elle s'assoit par terre, et là je sais qu'on est parti pour papoter pendant 1 heure à 2 heures. Donc le partage on l'a, mais différemment et pas quand on mange. Donc voilà, moi je mange quand j'ai faim. Et j'aimerais bien trouver quelqu'un qui soit un peu comme moi. Et puis aussi, j'ai pas envie de préparer à manger pour 2. Ça non plus, ça me pèserait, je pense. Et puis je me couche quand j'ai envie, ça peut être 9h, 10h, 11h, je m'en fous en fait. Je veux pas regarder la télé non plus. Par exemple, ça c'est hors de question. Souvent, alors oui, je regarde des séries sur Netflix ou des enquêtes paranormales que j'adore, vous savez, ou des vidéos sur YouTube, ou parfois rien. Je lis, tout simplement. J'ai pas envie qu'on m'impose ou à 21h, faut être devant la télé, avant on a regardé le journal. Non, non. J'ai pas envie. Et j'ai pas envie, par exemple, non plus que, sous prétexte que c'est dimanche et qu'il faut absolument faire quelque chose de son week-end, j'ai pas envie de me forcer à aller me promener, à faire ma petite balade dominicale. Non. J'ai pas envie de me forcer à m'habiller si j'ai envie de rester en pyjama toute la journée, à me faire des petits déj à chaque repas. Je veux pas de contraintes, en fait. Ça me rappelle le film, je sais plus comment ça s'appelle, avec Zabou Bretman qui dit à un moment je ne veux pas, ta vie c'est ta vie, ma vie c'est ma vie. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Je ne veux pas de contraintes. Voilà. Donc oui, à part trouver quelqu'un qui soit pareil que moi, ça va être compliqué parce que faire des concessions, non, j'aime trop ma liberté. Alors évidemment, rien n'est inscrit dans le marbre. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau.
Parce que dans la vie, et je suis bien placée pour le savoir, on ne sait absolument pas ce qui nous attend. Donc autant je dis ça, et demain je rencontre un homme, et ce sera comme une évidence, et j'aurai plaisir à faire des repas pour deux, et j'aurai plaisir à partager ma couche, et j'aurai plaisir à vivre une vie à deux. Donc écoutez, je ne sais pas. En tout cas, on verra bien. Pour l'instant, c'est comme ça, c'est bien comme ça, et voilà. Tout à l'heure, je disais que je suis comblée par l'amour que j'ai pour moi. Alors, vous l'aurez compris, ça n'a rien à voir avec du narcissisme. C'est autre chose, bien sûr. Pendant toutes ces années, et vous l'avez vu, vous l'avez entendu, ça a été très long, je n'ai cherché qu'à combler un manque. Alors, je vais pas revenir dessus, parce que je l'ai assez détaillé dans le livre, mais ce manque d'amour était dû à mon enfance et à mes blessures d'enfance. Donc, ça, c'est réparé. Je peux pas dire que ce soit guéri parce que je suis pas sûre qu'on guérisse. En tout cas, c'est réparé. Je nourris ma petite fille intérieure et aujourd'hui, elle va super bien. Donc ça, ce manque d'amour et cette dépendance affective, je ne l'ai plus. Mais il n'y avait pas que ce manque d'amour. Il y avait aussi toutes ces fausses croyances induites pendant l'enfance que j'ai appris à déconstruire et que je déconstruis encore parce qu'il en reste évidemment encore. Je crois qu'il nous en reste pendant longtemps et peut-être toute notre vie. Et puis, j'ai aussi appris à aimer qui je suis. Pas la petite fille blessée, mais moi, en fait, avec ma lumière, mais aussi avec mes parts d'ombre. Et ça a débuté quand j'ai commencé à vivre en conscience, quand j'ai commencé à méditer à mon premier jeûne. Alors oui, j'avais déjà pas mal de thérapie à mon compte et ça m'avait bien aidé, mais durant toutes ces années, j'ai appris à guérir, mais aussi à ne pas pouvoir tout guérir. J'ai appris à accepter que même si j'ai pardonné, il y a des choses que je peux pas oublier. J'ai appris à ne pas fuir la douleur, mais à l'accueillir et lui faire une place quand elle a besoin de s'exprimer. J'ai appris à sortir du personnage que j'avais fabriqué pour survivre, le moi social, pour aller à la rencontre de ce que Carl Jung appelait le soi, donc le moi profond, le vrai moi. Un retour à mon centre, un réalignement. J'ai pas cherché à monter en vibration à tout prix, mais je suis descendue en moi pour y mettre de la lumière. Et je crois que c'est là la vraie spiritualité, que l'éveil spirituel commence. Je n'ai pas cherché, je suis juste allée là où tout est déjà là. C'est comme si j'étais un vase cassé et que j'avais rassemblé tous les morceaux et que je les avais recollés avec amour. Vous savez, un peu comme cet art japonais, alors je sais pas trop comment on le prononce, le kintsugi ou kintsugi, bref, en tout cas cet art où on répare une poterie brisée avec de l'or. La fissure, elle devient la beauté même de l'objet. Et bien là, c'est pareil. Je n'ai pas nié mes blessures, mes faiblesses, mes ombres, mais je les ai intégrées dans mon identité. Vous savez, en spiritualité, on entend souvent qu'il faut se reconnecter à son âme, que la spiritualité, c'est se souvenir de qui on est vraiment, et c'est d'ailleurs ce que je dis, je crois, dans le premier épisode. La spiritualité, c'est se souvenir que nous sommes une âme venue expérimenter l'incarnation, c'est se reconnecter à l'être que nous sommes réellement, c'est-à-dire un être d'amour pur, un être d'amour inconditionnel. Oui, et je le redis parce que c'est vrai, c'est ce qu'est notre âme. Mais cette vision aujourd'hui, elle me paraît très incomplète et surtout beaucoup trop superficielle en fait. Superficielle dans le sens où on ne va pas en profondeur. Oui, se reconnecter à son âme, c'est se souvenir de sa nature originelle, celle qui existe avant le mental, les croyances, les blessures, les rôles sociaux. Mais c'est aussi prendre conscience du personnage que notre âme sait créer dans l'incarnation, avec justement son mental, ses croyances, ses blessures et ses rôles sociaux. C'est en prendre conscience et essayer, du mieux qu'on peut, de passer outre tout ça, de passer outre ses croyances, ses blessures, ses rôles. C'est pas chercher à être meilleur ou à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ça, vous savez que ça m'agace au plus haut point, mais c'est pas chercher non plus à devenir plus lumineuse. C'est juste redevenir vrai. Et être vrai, ça veut dire ne pas être forcément toujours dans l'amour inconditionnel, parce que dans cette dimension, c'est impossible.
Je sais que je retrouverai cet amour pur quand je rejoindrai d'autres plans à la fin de cette vie, mais dans mon incarnation, mon âme, elle n'est pas dans la perfection. Elle ne cherche pas la perfection. Elle est dans l'expérience. Donc quand j'ai compris et quand j'ai pris conscience de mes blessures, que je ne les ai pas niées, quand j'ai pris conscience de mes croyances limitantes et que je les ai dépassées, quand j'ai pris conscience des rôles que je pouvais jouer et que j'ai arrêté de jouer, quand j'ai pris conscience que parfois c'est mon ego qui me dirige, que j'en souris et que je lui laisse la place, mais juste la place qui m'est utile et uniquement celle-là, quand j'ai arrêté de chercher des réponses tout le temps et que j'ai pris conscience que parfois ça sert à rien de vouloir tout savoir, quand j'ai accepté d'être imparfaite et que c'est dans cette imperfection que je suis parfaite, eh bien c'est à ce moment-là que j'ai ressenti une paix intérieure profonde, que je me suis reconnectée à mon âme. C'est à ce moment-là qu'est venu l'éveil, que mon vase s'est recollé et est devenu magnifique. Pour moi, l'éveil spirituel, c'est la prise de conscience que je ne suis pas ce personnage que je joue et que mes pensées et mes émotions ne me définissent pas. C'est se dissocier de l'ego. Pas le faire disparaître, mais parce qu'on en a besoin évidemment, mais s'en dissocier. C'est ce qu'on appelle la désidentification. Je vois que je ne suis pas uniquement ce corps, cet esprit, cet ego. Et c'est passer en mode observateur. Voir mes pensées, mes réactions, mes blessures, comme des phénomènes qui traversent ma conscience, mais pas comme moi. En pratique, je vis une émotion, je la reconnais, mais je ne me confonds pas avec elle. Je choisis la réponse plutôt que de la subir ou de réagir en pilote automatique. J'observe mon personnage, le rôle social, l'histoire personnelle, les étiquettes, etc. Mais je l'observe avec un certain recul et parfois même avec tendresse ou humour. Et en même temps que je me dissocie de l'ego, sans le rejeter, ce que je vous disais tout à l'heure parce qu'il est utile, eh bien, je découvre, ou plutôt, je me souviens de qui je suis vraiment. Conscience, amour, présence, âme. Je me reconnecte à mon âme. Je crois que se reconnecter à son âme, c'est aimer. Aimer l'expérience, quelle qu'elle soit, difficile ou facile, et aimer qui je suis dans l'expérience. Mais, spoiler alerte, rien n'est jamais acquis. Et non, parce que cette reconnexion, elle est toujours présente, mais il n'empêche que malgré ça, j'ai traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et oui, j'ai décroché, un gros décrochage, une grosse collision. Tout ce chemin que j'ai parcouru, ce travail d'aller en profondeur en moi, m'a effectivement permis de me reconnecter à mon âme, d'éveiller mon esprit, mais je ne pensais pas que mon âme, justement, m'emmènerait dans un palier encore plus profond. Je l'ai pas vu venir, Et j'en suis sortie, je crois, il y a peu. Mais je vous en dis pas plus parce que ça fera l'objet du prochain épisode. On m'a demandé aussi quels outils, quels livres ou podcasts m'avaient aidé sur ce chemin. En fait, comme je l'ai raconté, j'ai commencé par une thérapie individuelle et puis ensuite une thérapie de groupe. Et c'est là que j'ai compris à quel point mes blessures d'enfance avaient eu un impact sur moi. Comme les fausses croyances d'ailleurs. Et au fur et à mesure, c'est ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, jeûner m'a beaucoup aidé, la méditation évidemment aussi beaucoup, mais je crois que surtout, je me suis beaucoup auto-analysée et seule. Alors oui, il y a quand même des livres qui m'ont aidé, j'en ai déjà parlé, mais les accords Toltec, évidemment, ça a été ma première claque. Et puis Conversation avec Dieu, bien sûr. Et puis dont je parle peut-être moins, mais qui ont quand même été hyper importants pour moi. Et je vous les conseille d'ailleurs vraiment beaucoup. C'est Le pouvoir du moment présent. Et l'autre, c'est Nouvelle Terre. Les deux sont d'Eckhart Tolle ou d'Eckhart Tolle, je sais pas trop comment on dit. Mais c'est vraiment dans ces deux livres que j'ai compris à quel point l'ego pouvait nous diriger. Et c'est vraiment là où, sans chercher à l'éliminer, j'ai essayé, et j'essaye encore, parce qu'évidemment, c'est
c'est du quotidien, hein, parce qu'à partir du moment, de toute façon, où on vit dans du relationnel, forcément que l'ego intervient. Donc, j'ai appris à ne plus le laisser me diriger, sans chercher à l'éliminer, encore une fois, mais à lui redonner sa juste place. Et puis sinon, en dehors de ma thérapie classique, j'ai fait pas mal de choses, hein. J'ai fait de la kinésio, de l'hypnose évidemment, et puis dernièrement, j'ai fait une séance d'écoute thérapeutique. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation de perfectionnement justement en écoute thérapeutique, parce que je trouve ça bien de voir un peu où j'en suis dans ma pratique et puis de la réajuster si nécessaire. Et pendant cette formation, à tour de rôle, on est consultante puis praticienne et on est observé par le formateur pendant qu'on pratique. Et le premier jour, notre formateur demande une volontaire pour être consultante et lui praticien pour qu'il nous montre un peu comment lui, il mène une séance. Et comme personne ne se porte volontaire, je me lance. Et mon intention à ce moment-là, c'est de comprendre pourquoi mon corps me fait mal depuis presque toujours. D'aussi loin que je puisse me souvenir, en fait, j'ai toujours mal quelque part, hein. Il n'y a pas un jour où je me réveille sans avoir mal, le plus souvent au dos, mais parfois j'ai aussi des inflammations dans les articulations, d'autres fois au ventre, d'autres fois le cou, bref. Quand j'étais petite, on me disait que j'avais toujours un pet de travers et ça exaspérait mon entourage, mais bon, je faisais pas exprès, hein. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais chercher à comprendre pourquoi ce corps me fait mal. La séance commence et, à la demande du formateur, je me connecte à mon corps et je vous la fais courte parce que ça a duré presque 2 heures. Mon corps m'a amené au premier mois de mon existence quand ma maman me laissait pleurer la nuit. Donc le formateur m'amène à entrer en discussion avec moi, bébé, et mon corps, et les deux m'expliquent que j'étais terrorisée dans ce noir et ce vide total, dans cette solitude, et que comme je suis bébé, je n'ai aucun outil cognitif pour comprendre. Je n'ai aucun outil qui me permette de comprendre ce qui se passe en moi. Et du coup, c'est mon corps qui prend le relais. Il imprime cette peur en lui parce que c'est trop violent pour ma conscience. Il se met en mode survie. La douleur devient son langage pour dire que je suis en danger. Ce qui fait que chaque fois que j'ai un événement dans ma vie qui me met en insécurité, même minimum, c'est mon corps qui réagit. Il se met en mode survie. Il fonctionne comme une alerte en fait. Et au fur et à mesure des années, toute cette douleur, elle s'est accumulée et elle est jamais partie. Elle s'est incrustée en moi. Et là, plus tard dans ma vie, ce même mécanisme s'est rejoué quand Yvan m'a quittée. L'insécurité, la peur, cette terreur du vide, cette terreur de la solitude, tout ça s'est manifesté à nouveau par mon corps, mais de façon exacerbée, hyper violente, en réagissant par la douleur. Il s'est mis à la fois en alerte et en mode survie pour protéger ma conscience. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que j'ai pardonné mais je peux pas oublier. Non en fait, mon corps l'a pas oublié, c'est toujours là. C'est pas possible d'oublier. Alors, cela dit, la séance m'a fait beaucoup de bien dans le sens où j'ai enfin compris pourquoi ce corps me fait mal, pourquoi je ressens aussi très souvent des angoisses et des peurs parfois complètement disproportionnées par rapport à la situation que je vis. J'ai compris qu'il agit pour me protéger et m'alerter. Ce qui est fou quand même quand on y pense. Et ces angoisses d'ailleurs, elles ont vraiment diminué depuis cette séance et ça, c'est quand même plutôt cool. Et puis ça m'a permis aussi de me réconcilier avec mon corps envers qui je peste souvent, trop souvent quand j'ai trop mal. Mais maintenant, je lui envoie de l'amour et je lui dis que tout va bien, qu'il ne risque rien, qu'il est en sécurité. Bon, j'ai toujours mal quelque part, mais au moins je l'engueule plus. Voilà, c'était pour la petite histoire et puis aussi pour vous dire ce que je vous disais tout à l'heure, que même après des années, on découvre encore des choses sur nous, on avance, on chemine, on progresse et parfois on recule, mais c'est le rythme de la vie, hein. C'est même le principe de la vie avec ses hauts et ses bas. Alors il y a une chose aussi que relire ce livre et vous le partager
m'a permis de remettre en perspective, c'est la difficulté que c'est d'être une maman solo. Et là, bravo à toutes les mamans et papas solo. Je parle pas forcément de célibataires, hein, parce que parfois, même en couple, on gère tout seul. Mais putain, pardon, hein, mais pardon pour le gros mot, mais c'est dur. Franchement, c'est dur. La charge mentale, elle est devenue un thème récurrent dans la société, et en ce moment, on en entend beaucoup, beaucoup parler, et à juste titre, parce que franchement, quand je regarde en arrière, je me demande comment j'ai fait pour tenir en fait. Hein. Comment j'ai fait pour tenir avec cette charge mentale ? Les allers-retours école, garderie, centre aéré pendant les vacances, trouver des solutions quand il n'y a pas de place, trouver des solutions quand elles sont malades. Bon, là, à part prendre des jours de congé, il n'y en a pas d'autres, hein. Donc en fait, voilà, je perds des jours de congé, enfin je perdais. Gérer les devoirs le soir, les rendez-vous chez l'orthophoniste, le médecin, le psy, le sport, toute cette logistique de dingue. Avoir quand même un petit week-end sur 2, mais j'en ai plus depuis longtemps, hein, puisque leur père habite loin, à l'autre bout de la France, dans le nord, et que depuis que Maëla elle est au lycée, il vient que très rarement. Mais en réalité, c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est gérer les difficultés liées justement à la santé mentale et au bien-être de mes filles. Il y a eu des moments super difficiles pour Charlotte, la grande, et même encore aujourd'hui, hein, et bien qu'elle vive plus avec moi, je m'inquiète, et c'est normal en tant que parent, je pense, hein, mais je m'inquiète seule. Et puis Maëla aussi, hein, la cadette qui vit encore avec moi, elle a eu une période de grave dépression. Pendant 2 ans, elle est pratiquement pas allée au lycée. Je partais le matin, je savais pas si elle allait y aller. Je savais pas comment j'allais la retrouver le soir. Et puis justement, elle ne voulait plus vivre. Et un soir, je suis rentrée à temps, je pense. Voilà, je rentre pas plus dans les détails, mais du coup, elle a été hospitalisée 2 fois en psychiatrie, en dépression profonde. Et cette dépression, elle était due au fait qu'elle a un TDAH. Donc si vous connaissez pas, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et également un TSA. C'est le trouble du spectre autistique, mais tout ça n'avait jamais été diagnostiqué. Et comme elle avait compensé pendant des années, donc elle avait compensé, c'est-à-dire que elle s'était conformée à ce que la société, l'école, même moi, hein, évidemment, sans m'en rendre compte, mais attendait d'elle. Donc, elle a porté un masque, elle a fait semblant, elle a compensé, inconsciemment, évidemment, pendant des années. Et au bout d'un moment, à l'adolescence, ça a pété, quoi. Et là aussi, j'ai géré seule. Alors, certes, quand vraiment j'ai besoin, comme pour Maëla en l'occurrence, là, leur papa était présent, c'est sûr, mais présent pour m'aider à trouver un psy, une structure, présent pour l'appeler, ok, mais ça s'arrête là. Et même si ça l'affecte aussi, évidemment, hein, j'en remets pas ça en cause, mais c'est pas parce qu'on est pris en charge médicalement parlant que la présence, elle est pas nécessaire sur le long terme. Et le long terme, c'est le quotidien, quoi. Et le quotidien, c'est moi, mais seule. Donc lui, de son côté, tout va bien parce qu'elle est prise en charge. Oui, mais non, en fait. Non, pas du tout. C'est pas si simple. Donc oui, tout ça, toutes ces épreuves à traverser seule, c'était dur. Et ça l'est toujours parce que quand on est parent, ça ne s'arrête jamais. Et je comprends aussi que mon corps soit si fatigué et si abîmé. Il a été mis à rude épreuve pendant toutes ces années. Mais bon, c'est le lot de tant de personnes. Certaines ont des épreuves bien pires que les miennes. Donc bon, je me plains pas, évidemment. Mais juste, je me dis, Flo, t'as géré ma fille quand même. Parce que ça me fait du bien de me le dire. Et puis que personne, je pense, le dira à ma place. Alors et pour finir, la question que peut-être vous vous posez aujourd'hui, c'est est-ce que je suis heureuse ? Après la période tellement dure que je viens de traverser, je peux dire que oui, je le suis. Pourtant, ma vie est dans un flou total. Je ne sais pas du tout où je vais professionnellement, ni même géographiquement, j'en sais rien. Ce que je sais, en revanche, c'est que l'année 2026 va être challengeante à bien des niveaux. Mais quand j'ai trop peur,
que j'ai besoin de réconfort, je sens cette main sur mon épaule qui me dit « Ça va aller, ma Flo, ça va aller ». Et voilà, c'est la fin de cet épisode et de cette update. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos retours, peu importe. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine où je pense qu'effectivement je vais vous parler de cette fameuse nuit noire de mon âme. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et comme d'hab, prenez bien soin de vous.